Un petit quart d'heure, ce qu'on appelle le petit quart d'heure à Rajoie, il me semble d'ailleurs. Donc, j'accueille pour la conclusion de ce colloque Guillaume Alexandre, directeur général de la vie active, vice-président de la CSMS. Alors la CSMS, c'est la commission spécialisée, il y a beaucoup de sigles dans notre secteur, la commission spécialisée pour la prise en charge et les accompagnements médico-sociaux. Et c'est une commission, si j'ai bien compris, qui s'attache à formuler des avis sur les besoins et les priorités d'action dans le champ médico-social. Et je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir son vice-président pour porter la parole de ce qui a été dit aujourd'hui. Merci. De toute façon, Christine, tu n'as pas vraiment le choix. Hein, tout le monde l'aura compris. Bien, bah écoutez, je suis très heureux d'être ici ce matin avec vous et puis d'avoir entendu des débats qui m'ont suggéré un tas de nouvelles idées. Donc, je ne suis pas ici pour les exposer, mais en tout cas, il est clair que ce débat a été riche et qu'il nous a permis de, peut-être pas d'aborder le sujet dans sa totalité, parce que je pense que ce n'est pas en une matinée que l'on va pouvoir tout faire d'un seul coup. On est bien là en train d'effleurer une nouvelle manière peut-être de voir les choses. Moi, ce que je pense, c'est que ce matin, pour certains d'entre vous, en tout cas c'est le cas pour moi, nous sommes arrêtés sur quelques idées phares qui ont été d'ailleurs citées par Serge Ebersold, que je remercie d'avoir consacré son temps à cette invitation. Premier point, la solidarité est l'affaire de tout un chacun. Je pense qu'on en sera tous d'accord. Ensuite, il nous a donné sa définition de l'inclusion, c'est-à-dire avant tout, selon lui, l'effectivité des droits. Et je pense que les explications qu'il nous a données à ce sujet étaient tout à fait convaincantes. Et enfin, il nous a expliqué que l'accessibilité, c'est conjuguer l'universalité et la singularité. Je pense que si nous retenons ces trois aspects pour cette matinée, en ce qui concerne les apports théoriques de ce qui aura été débattu, je crois que nous aurons chacun engrangé quelques données qui pourront demain faire en sorte que nous ayons une autre manière de voir, une autre manière de réfléchir, une autre manière finalement de faire les choses pour ceux qui en ont la capacité. Alors, on a bien compris aussi à travers ces propos qu'il s'agissait pour nous finalement de demander à la société de s'inscrire dans une démarche qui voudra faire en sorte que le pouvoir, le vouloir et le savoir agir soient désormais une pierre angulaire, l'une des pierres angulaires de notre construction future de la société telle que nous pouvons l'envisager à travers aussi les injonctions qui nous sont faites. Alors, nous avons réuni ici des professionnels du médico-social, cela s'entendait, mais aussi, et c'est peut-être quelque chose qui se fait plus rarement, des professionnels des collectivités territoriales et puis surtout des élus. Et je tenais vraiment à remercier encore une fois ceux qui se sont exposés. Carole Dubois, dont j'ai eu peine à retenir tout ce qui pouvait se faire à l'intérieur de la commune de Lillers. En fait, je commençais à noter, puis après j'ai arrêté. Donc, puisque je ne suivais pas le rythme. André Flageolet, évidemment, pour... ça fait des années, effectivement, que nous travaillons ensemble. Et je pense qu'il a donné toute la hauteur de ce que peut être l'engagement d'un élu municipal par rapport à sa ville, un engagement de longue date, et avec à la clé, non pas seulement une simple gestion, il arrive que ce ne soit quelquefois que ça, mais également, je dirais, une ambition. Et tout le monde a saisi cette capacité à pouvoir s'inscrire dans l'histoire d'une commune à travers les siècles et d'en donner une définition tout à fait actuelle, voire novatrice, par rapport à la période qui va nous occuper, celle qui est devant nous. Et puis aussi, l'attestation qui a été faite par Jean-Paul Leblanc sur les possibilités que nous pouvons agir main dans la main autour d'une population avec le club de prévention et que d'avoir finalement de l'ambition pour les populations qui sont très éloignées finalement au départ d'une véritable insertion dans la cité, d'une véritable inclusion, devrais-je dire, dans la cité. Alors tout cela, nous l'avons voulu finalement pour faire émerger des solutions à terme face à la prise en compte de deux impulsions essentielles. Celle d'abord tout à fait sympathique et éclairante de Serge Ebersold qui a professé pour faire en sorte que nous optimisions nos capacités à faire, allant de la collaboration à la coopération, incluant dedans donc tous les professionnels, les partenaires, les élus, les parents et les usagers,
bien sûr. Mais aussi une autre impulsion qui est un peu plus, je dirais, directive, qui est plus quelque part un ordre qui nous est donné, celui venant de la présidence de la République, qui nous explique à travers la dernière conférence nationale du handicap, eh bien que certains types d'établissements devront radicalement changer. Pour certains autres encore, notamment les IME, eh bien, on envisage clairement leur disparition à terme. Des délais sont donnés et on imagine que tous les élèves iront demain dans l'école ordinaire. La nature des moyens qui nous sont donnés pour mener à bien cette perspective eh bien, n'est pas décrite. Nous avons le sentiment aussi, à travers la méthode qui a été utilisée, c'est-à-dire pour la première fois, ça ne s'était jamais vu, une CNH qui a eu peu de temps, je dirais, de collaboration avec toutes les structures qui pouvaient, ou institutions qui pouvaient participer à ce dialogue, qui aboutissait généralement eh bien, aux conclusions de la CNH. Eh bien, tout cela n'a pas eu lieu pour cette année 2023, et c'est quelque chose de très descendant, avec très peu de dialogue, ce qui a été souligné par des associations qui ont refusé de siéger à cette CNH. Ça aboutit donc à quelque chose de très descendant qui, d'une certaine manière, s'impose quand même à nous, puisqu'il s'agit d'une décision présidentielle et qu'elle a certainement pour objet d'avoir une déclinaison demain dans les textes de loi qui régiront notre secteur d'intervention et puis aussi qui impliqueront les élus dans leurs responsabilités nouvelles qui ne manqueront pas de fleurir si d'aventure il est nécessaire d'appliquer un certain nombre de règles aux collectivités territoriales. Alors, Serge Ebersol nous disait « L'accessibilité, ce n'est pas la rampe ». Moi, j'ai envie de vous dire « La solidarité, ce n'est pas la rente ». Nos structures associatives ne sont pas assises sur des précarés qui ne voudraient pas bouger, qui ne seraient pas à l'attention du public, qui ne seraient pas en phase avec la société qui évolue. Les exemples qui vous ont été donnés aujourd'hui, finalement, avaient aussi cette vocation de vous expliquer que nous sommes dans une constante, nous, associations, et je parle certes pour la vie active en connaissance de cause, mais également pour bien d'autres partenaires associatifs, nous ne sommes pas dans des systèmes figés et nous sommes très attentifs, encore une fois, à ce qu'est l'évolution de la société, à ce que sont les attentes, à ce qu'est aussi l'évolution, ça a été rappelé, des séances cognitives, ne serait-ce que ça, pour à chaque fois remodeler notre capacité à pouvoir accompagner les personnes et donner du sens au travail qui est celui des collaborateurs des associations. Et à travers ces collaborateurs aussi, et leur lien avec tous les partenaires, eh bien, c'est un sens global qui est donné par notre action à, je dirais, dans une ambition de vouloir modifier, comme il se doit, nos sociétés pour que nous puissions toujours faire citer. Alors, quand on s'aligne sur une politique publique, quand on souhaite faire en sorte de faire évoluer nos pratiques par rapport à l'évolution de la science, il y a quelque chose qui nous préoccupe. En fait, la première chose, c'est bien évidemment, mais comment va se faire cette transformation ? Quand on voit les choses descendre du national sans véritablement de dialogue, on s'inquiète déjà de savoir si véritablement notre voix sera entendue, celle de nos partenaires sera entendue, parce que on est quand même loin souvent à Paris, et malheureusement ce n'est pas une caricature, on est loin de la réalité de terrain. Donc comment va se faire cette transformation ? C'est une vraie interrogation. On espère bien être entendu sur ces sujets. L'autre aspect, mais qui est peut-être le premier finalement, c'est ok, transformation, mais transformation pourquoi ? Comment avons-nous la garantie finalement d'avoir une transformation qui va vers un mieux ? Car à quoi bon la transformation si c'est pour avoir à la fin une situation pire que celle que nous avions précédemment ? Est-ce que, en d'autres termes, si nous voulons l'école inclusive, celle qui se fera dans l'école ordinaire, nous aurons les moyens de le faire correctement pour que les personnes accueillies soient avec les mêmes capacités à pouvoir bénéficier de tel ou tel service, de tel ou tel accompagnement que ce qu'ils avaient dans nos établissements. C'est un vrai sujet. Même si cette capacité d'accompagnement doit elle-même se modifier, et je ne reviendrai pas sur le pouvoir d'agir. Donc, il y a là une vraie ambition, il y a là un vrai sujet, mais se pose encore une fois la question de comment cela va se faire et avec quels moyens.
Et c'est là, finalement, aussi l'un des buts de cette rencontre, c'est de dire aux élus, mais je pense que ça a été compris, puisque Jean-Paul Leblanc a été le premier à dire, mais tout le monde le pensait, je pense, État prescripteur, mais pas payeur. La vocation de cette rencontre du matin, c'est de mettre finalement les élus en alerte. Il y a des changements qui s'opèrent. Ils s'opèrent dans les pratiques professionnelles. Encore une fois, je n'en reviendrai pas, c'est l'intervention de l'universitaire. Elle s'opère aussi dans l'exigence gouvernementale, mais encore une fois, je l'ai souligné, avec un flou quant à la méthode employée et quant aux moyens qui seront donnés pour aboutir à cette finalité. Vous avez, en tant qu'acteur des collectivités territoriales, une voix qui porte. Une voix qui porte d'autant plus qu'elle sera, d'une certaine manière, unanime à faire un certain nombre de constats. Et je pense que le monde associatif a tout intérêt à vous emboîter le pas, parce que nous l'avons compris. Ce qui se joue aujourd'hui, ce qui se jouera demain, c'est une capacité à travailler encore plus ensemble autour de nouveaux paradigmes d'accompagnement pour essayer d'avoir la société la plus juste possible, parce que ce besoin de justice, il est diablement criant aujourd'hui dans notre société. Et je pense que c'est un des vecteurs, un des moteurs essentiels à ce qui se passera demain dans notre pays. Alors, quels moyens nous nous donnons ? Je dirais que la vie active, comme d'autres associations, mais à la limite comme les collectivités territoriales, et là j'ai envie de dire presque malheureusement, dépend des subsides de l'État pour l'essentiel. Et à la différence des collectivités territoriales, elles avaient dans une certaine époque une véritable décentralisation où elles maîtrisaient beaucoup mieux quand même leur budget. La part de l'État était beaucoup moindre à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous avons donc à nous associer pour aller dans le même sens. Et quels moyens nous donnons-nous côté associatif si nous ne maîtrisons pas le budget ? Eh bien, nous allons essayer d'influence. Et c'est peut-être pour cela que, en ayant discuté avant, Christine a insisté tout à l'heure sur la commission médico-sociale de la CRSA. À ce titre-là, il faut savoir que se discute aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'évolution du projet régional de santé, avec dedans son schéma régional de santé, qui amène à, grosso modo, planifier pour les 5 ans à venir, eh bien, ce que sera l'engagement de l'ARS, elle le négociera ensuite avec le national, l'engagement de l'ARS sur le territoire. Dans ce cadre-là, la commission médico-sociale, qui a bien compris qu'il y avait beaucoup de choses descendantes et très peu de capacité à agir régionalement, a souhaité quand même pouvoir s'inscrire dans 2 dimensions sur le secteur médico-social. La première de ces dimensions, c'est la capacité à pouvoir lancer une étude sur le territoire sur la réelle nature des besoins. Parce que jusqu'à présent, et on peut le regretter, mais c'est un constat qui est partagé désormais et écrit par l'ARS, jusqu'à présent, nous n'avions pas véritablement de lecture sur la nature de besoins. Certes, nous savions dire, sur tel territoire, nous avions tel et tel équipement. Donc nous en étions à comptabiliser l'offre, sans véritablement la mettre en parallèle avec la nature des besoins que nous pourrions constater par d'autres biais. Il est établi, en tout cas c'est proposé au vote et au vote de la CRSA pour donner son avis, et ensuite potentiellement planifié par l'ARS, il est établi qu'une étude de besoins va enfin voir le jour sur le territoire. Nous y travaillons. Connaître les besoins, c'est se donner la capacité demain à pouvoir potentiellement y répondre. Mais si nous ne faisons pas cette recherche sur les besoins, eh bien, nous ne ferons que mettre en application des décisions descendantes, et nous serons peut-être au moins, dans une situation pas très confortable, qui consiste à avoir certes des choses qui peuvent se faire sur impulsion nationale, mais qui ne correspondraient peut-être pas à ce qui est urgentissime sur le territoire. L'orientation des crédits, puisqu'ils sont limités, est un vrai sujet. C'est ce qui s'appelle avoir une politique. Nous aimerions que cette politique soit plus régionale. Au-delà, c'est aussi faire des plaidoyers. Connaître les besoins, c'est d'une certaine manière pouvoir aller dire à l'État, qui normalement a un rôle de régulateur sur le territoire. Nous devons tous, puisque nous payons tous les mêmes impôts, puisque nous avons tous normalement le même système qui nous encadre, avoir la même prestation en retour. Pourquoi se fait-il que tel enfant dans le Nord a si peu d'encadrement, quand dans d'autres régions, je parlais par exemple des Pays de la Loire, a pléthore d'acteurs autour pour pouvoir faire en sorte que le développement de cet enfant soit le plus pertinent possible.
Il y a là des sujets qui certainement fâchent, mais qui pourront être pointés du doigt parce que nous faisons bien cette étude sur les besoins. Je pense que même l'ARS, même le directeur général de l'ARS a besoin de cela pour mieux défendre ses dossiers et mieux défendre finalement notre région. L'autre aspect des choses, notre axe, c'est le fait de pouvoir faire de la recherche. Il a été aussi négocié que nous puissions avoir au niveau local des recherches qui s'inquiètent un peu plus de ce qui se passe dans le secteur médico-social et que de donner des moyens pour que des laboratoires, quels qu'ils soient, puissent répondre à des appels d'offres, des appels à projets qui mettent en exergue ce que sont les besoins ou ce que sont les pratiques ou quelle serait l'évolution nécessaire des pratiques sur notre territoire. Voilà, modestement, certainement, mais concrètement, je l'espère, vers quoi nous allons dans cette commission à terme pour faire en sorte que nous puissions répondre aux défis qui ont été exposés ce matin. J'espère qu'en étant dans une coopération plus étendue, nous arriverons à faire en sorte que les années qui viennent seront celles d'un meilleur vivre ensemble pour que nous puissions faire société. Merci.